Ok, on avait dit qu'on ferait pas d'intro, donc on reprend là où on en était, c'est-à-dire au début, au premier épisode de l'atelier Fast. Et là, normalement, il aurait dû y avoir un jingle, je pense. Ouais, Un truc, on travaillera là-dessus. un truc de ouf, Ouais, genre, des flammes, un truc comme ça. ça va. Ok, l'atelier Fast, c'était pour répondre à des questions et parler un petit peu plus en détail du podcast, parfois revenir sur des éléments qu'on n'aurait pas pu détailler. Et aujourd'hui, Sur un format plus court, d'où le nom. mon cher Raphaël, j'ai envie de vous dire, Oui. qu'allez-nous vous Qu'allez-vous nous? préparer. Bon, donc ouais voilà, on vous avait demandé de nous envoyer des petites questions sur les réseaux sociaux, donc c'est cool, vous êtes bien prêtés au jeu, puisqu'on a reçu des questions par message privé sur ton Instagram, sur mon Instagram, sur l'Instagram de l'Atelier Fit, des questions en commentaire du post sur ton Instagram, sur mon Instagram, sur l'Instagram de l'Atelier Fit, sur la page Facebook, par message privé Ok. Facebook, bref, partout. Donc on a essayé de sélectionner quelques questions, alors désolé à ceux pour qui on va pas répondre à leurs questions, mais on va faire au mieux. Ouais. Ok. Et puis c'est pas parce que toutes les questions, enfin il y a eu beaucoup de questions, on va y revenir sur certaines prochainement, on va juste les détailler un petit peu plus peut-être à un autre moment. Voilà. Yes, alors on avait une question, alors celle-là c'était, pardon pour la petite vibration, c'était sur Facebook, Victor Lopez qui nous demande: pouvez-vous aborder les sujets d'interférence entre force et travail cardio, couplés dans la même séance? Faut-il impérativement séparer les deux composantes? Je t'en prie, vas-y. Dame, Dame. ça c'est une grosse question. On en a parlé en plus parce que je crois que c'était dans le livre de la préparation physique moderne Hmm. de Aurélien Broussal et de Olivier qu'ils en parlaient, qu'il y avait un petit rectangle comme ça, un petit peu Ouais, il y marqué avait une important. infographie. Ouais. Et ça parlait des zones d'interférence. En gros, les zones d'interférence, c'est si je devais maximiser l'entraînement de la force chez un athlète, et ben forcément, il y aura un moment où, dans un contexte d'optimisation, je serai obligé de diminuer le temps passé à faire autre chose ou le temps de récupération alloué à ce domaine-là devrait être optimal si je lui consacre euh, Hmm. tout mon temps. En gros, c'est un petit peu ça la zone d'interférence si on l'explique facilement. C'est-à-dire que plus je vais faire quelque chose et moins cette zone va empiéter. En gros, la différence entre un Kenyan qui va courir les marathons à je sais pas combien de kilomètres à l'heure, vu que ça va de plus en plus vite, et un souleveur de poids d'origine russe ou je ne sais quoi d'autre, bah, la différence c'est que si je veux être très bon et si je veux optimiser ma récupération pour produire de plus en plus de force, après mes entraînements de force, ça serait pas bienvenu d'empiéter sur le développement musculaire et les adaptations nerveuses en produisant différentes adaptations énergétiques. Et le problème, c'est qu'on s'aperçoit finalement qu'on peut maintenant obtenir des niveaux de force élevés avec des conditioning, des capacités à répondre à différentes demandes énergétiques élevées si on regarde le CrossFit. Donc du coup, c'est pas mal remis en cause. Mais encore une fois, je te laisserai la fin de la réponse, mais ça s'adapte dans un contexte Hmm. pour un crossfitter. Est-ce qu'on peut délaisser la force puisqu'elle est normalement inclue dans le moment où tu utilises également ton potentiel énergétique, c'est-à-dire sous fatigue? Bah, je pense pas. Donc du coup, il y a une zone d'interférence sûrement dans un développement qui serait optimal, mais sincèrement, on peut avoir des niveaux très élevés de l'un ou de l'autre sans forcément avoir enlevé l'un ou l'autre. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. En fait, la théorie veut que vous ayez une quantité d'énergie limitée. Cette quantité d'énergie, si vous l'accordez à différentes qualités physiques, forcément, vous n'utilisez pas complètement pour développer une qualité physique. La deuxième chose, c'est que la zone d'interférence dont on parlait, scientifiquement, les études montrent qu'il y a des interférences entre travail lactique, donc travail cardio à intensité maximale, et hypertrophie. Maintenant, ça reste de la théorie. Oui, ces zones d'interférence existent, ça ne veut pas dire que cet entraînement n'est pas possible et même pas utile pour certains athlètes à certains moments. C'est-à-dire qu'il y a forcément des athlètes, leur sport, c'est d'être dans cette zone d'interférence. Okay, avec des filières d'endurance musculaire couplées à un gros travail cardio, on pense au sport de combat, on pense à certains sports collectifs, on pense au crossfit, on pense à tout ça. Donc il y a un moment ou un autre, même si la théorie dit que c'est pas rentable, il faudra entraîner cet univers chaotique pour l'athlète parce que c'est son sport et c'est ce que va refléter son sport. La deuxième chose, c'est que
un niveau trop faible, par exemple d'aérobie, même pour un sport de force, va empiéter sa récupération et donc indirectement l'empêcher de progresser correctement. Donc même pour un athlète de force ou simplement quelqu'un désirant prendre de la masse musculaire, si on veut soutenir la vitalité et la récupération, une qualité de sommeil, une circulation du sang, avoir une base d'aérobie, ce sera toujours utile. Alors il ne s'agit pas d'en faire un Kenyan, comme on disait, mais ça va forcément lui servir. Donc voilà, c'est pour confirmer, enfin pour ce que tu disais, et puis ce que tu disais, c'est pour qui, pourquoi. Est-ce que c'est utile de séparer les qualités de force pour certaines périodes et de force et d'endurance, pour certaines périodes de l'année, pour certains athlètes? Oui, tout à fait. Proche des compétitions et pour des athlètes qui ont besoin d'un peu tout, tu pourras tout mélanger si c'est fait intelligemment, et on ne va pas rentrer là-dedans parce que ce serait un petit peu long là. Tu pourras rentrer là-dedans si c'est fait intelligemment et avoir de très bons résultats. Est-ce que tu peux nous donner le nom du mec qui avait écrit ce bouquin là, qui courait des distances de ouf et qui soulevait des charges Ouais, comme un il y animal? a un bouquin qui s'appelle The Hybrid Athlete, c'est de ça dont tu parles, Ouais. de Alex Viada. Alors Alex Viada, c'est quelqu'un qui, je vous invite à regarder son bouquin, donc The Hybrid Athlete, qui fait des Ironman et qui en parallèle fait de la force athlétique, d'accord? Et qui a des résultats très honorables. Je ne veux pas balancer les chiffres parce que je vais massacrer le truc, je ne me rappelle plus. Mais il a des très bons résultats et en Ironman, donc le summum de l'endurance, donc vélo, nage, course à pied, hein, et sur des résultats de force au soulevé de terre, au développé couché et au squat. Voilà. Donc, Il a combien t'as les... j'ai plus les chiffres, mais bon, C'était... c'est du très bon niveau. C'est du très bon niveau. Et il a écrit ce bouquin pour déconstruire son approche, comment entraîner les différentes qualités physiques simultanément et le faire intelligemment. Il y a Andy Galpin qui est un spécialiste de la physiologie musculaire et qui fait des recherches sur les fibres musculaires et sur spécialement les entraînements MMA maintenant. Ouais. Et qui regardait justement les différents types donc les différentes typologies musculaires. Et ce qu'il disait, c'est qu'une fibre pourrait être lente et rapide finalement. C'est qu'une même fibre pourrait avoir différentes couleurs. Et ça, pour lui, c'est quelque chose qui est assez évident, mais pour nous, dans le monde sportif, c'est compliqué de se dire ah, mais là, t'étais en fibre rapide et là, t'étais en train d'entraîner tes fibres lentes. Et comment comprendre comment concevoir que finalement, peut-être une même fibre puisse avoir différentes colorations, c'est surtout, elle est liée au stress auquel elle répond et comment elle va être entraînée. Donc, est-ce qu'on pourrait devenir fort? Oui. Est-ce qu'on peut devenir rapide? Oui. Est-ce qu'on peut devenir endurant? Oui. Mais je pense que le problème de ces facteurs-là s'inscrit plutôt dans la vie d'un homme. C'est-à-dire que la journée, elle est courte et il faut ensuite récupérer. Et que si je mets plus de l'un, je suis obligé de mettre moins de l'autre. Et à partir du moment où je combine un petit peu comme le crossfit, c'est peut-être la clé qui va nous permettre de savoir vers où on doit aller. C'est, ok, est-ce que je ne peux pas mixer les modalités? Est-ce que je ne peux pas m'entraîner avec une plus grande capacité d'absorption des volumes d'entraînement et ensuite révéler un potentiel qui est nettement plus haut que d'avoir dissocié l'un ou l'autre. Et c'est ce que je me demande, je me pose la question si c'est ce qu'on va voir arriver. Visiblement, c'est ce qu'on voit se dégager. Je pense qu'un crossfitter ne sera jamais aussi fort qu'un spécialiste, mais on va avoir des niveaux qu'on n'attendait pas forcément après avoir mixé les modalités, surtout avec les générations futures. On est décidément très, très mauvais pour les réponses courtes, mais voilà, en fait, je pense que si c'est fait intelligemment, le corps est une merveilleuse machine à s'adapter. Et que si tu mixes les modalités et que tu t'entraînes ton engin à supporter des capacités d'entraînement autres que ce qu'on connaît nous, même chez les sportifs de haut niveau, c'est un peu la polémique en ce moment des mecs qui sont peut-être sous-entraînés et pas surentraînés, et bien on verra ce que ça donne parce que ça répond pas mal à la question d'adaptation à zone d'interférence. Quel processus de récupération pour rendre une fibre aussi endurante que forte. Ok. Deuxième question. Alors, on a Lobs Power qui nous demande est-ce que la maltodextrine c'est bon ou pas? C'est juste un sucre finalement. Ça c'est Mika. Mika de la boxe de Réo CrossFit Louvre. Ok. Alors, Mika, est-ce que la maltodextrine c'est bon ou pas? Est-ce que c'est que du sucre? Alors déjà, il faut définir que du sucre. Le sucre dont tu parles, à mon avis, c'est le sucre de table blanc, en l'occurrence le sucralose, qui est déjà une molécule dite complexe, qui est composée de plusieurs glucides. Okay, donc sans rentrer dans des détails biochimiques, c'est plus complexe que du glucose pur, par exemple. La maltodextrine, en l'occurrence, c'est deux molécules de glucose liées. Okay,
Sauf que c'est tellement fractionné, ces molécules de glucose sont quasiment à l'état pur, puisqu'elles sont juste liées entre elles, il n'y a pas besoin de grand-chose pour les découper, que le travail digestif est très très faible. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'enzymes, de beaucoup de processus dans le corps pour découper cette molécule et donc l'absorber. Dit plus simplement, la maltodextrine, elle est absorbée immédiatement et passe très très vite dans le sang sans effort digestif. Donc quand tu t'entraînes, ou après ton entraînement, quand tout ton sang est dans tes muscles et pas dans ton estomac, du fait de la stimulation du système nerveux sympathique qui envoie tout le sang ailleurs que dans l'estomac pour alimenter les muscles pendant l'entraînement, et qui bloque les processus digestifs, c'est-à-dire que pendant l'entraînement, il n'y a pas de sécrétion salivaire ou peu, il n'y a pas de sécrétion d'enzymes digestives ou peu, c'est jamais blanc ou noir, mais il y en a peu, et ben, tu as tout intérêt à prendre quelque chose qui n'a pas besoin d'effort digestif parce que tout simplement, tu n'as pas de quoi le digérer correctement. Et c'est là où la maltodextrine est un produit intéressant pour récupérer, pour recharger ou éviter une trop grosse déplétion, donc un vidage des stocks de glycogène. La maltodextrine a toute sa place. Alors, combien, pour quel athlète, et est-ce que c'est vraiment utile à l'athlète? Ça, sans avoir le profil de l'athlète devant nous, on ne peut pas vous dire. S'il y a des gens pour qui c'est pas du tout utile et juste une bonne nutrition sur la journée suffira amplement à renflouer les stocks de glycogène. Il faut comprendre que les stocks de glycogène, on les renfloue pas comme ça. Ça met 24-48 heures à se renflouer correctement. C'est pas juste un shaker qui va changer quelque chose. Pour des athlètes, prenons un exemple extrême, qui ont plusieurs épreuves dans la journée, quel que soit le sport, le crossfit, le judo ou les choses comme ça, là oui, ça sera utile d'avoir une digestion immédiate avec un produit brut pour pouvoir vite recharger les stocks sans demander un effort digestif intense parce qu'ils doivent enchaîner les combats, les épreuves, etc. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. On ne peut pas aller beaucoup plus loin sans connaître Ouais. de qui on parle. Bon ou pas, ni l'un ni l'autre, ça dépend pour qui et pourquoi. Et ça peut avoir toute son utilité. Ouais. Ok, on a Ouais. une autre question. Tu voulais dire quelque chose là-dessus? Non. Ok. Euh, alors, on a une question sur la force en CrossFit. On a un peu répondu à ça là, donc on va peut-être passer à une autre question. Surtout si c'est la force. En CrossFit, je pense qu'on pourra prendre le temps un peu C'est plus. ça, je pense que ça, on va faire un truc un peu particulier Ouais. dessus. En revanche, là, je sais qu'il y avait une question qui était intéressante. Alors, j'aurai des questions sur lesquelles on répondra sur des podcasts dédiés, donc je vais pas y répondre maintenant. Là, on a une question intéressante. On a Tommy El Toro. Tommy, je crois que c'est toi. Je crois que c'est le Tommy que je connais quand même. Donc, salut Tommy si c'est toi. Salut quand même si c'est pas toi. Pour travailler l'efficience d'un mouvement, il faut effectuer un minimum de bonnes répétitions ou s'arrêter lorsqu'on a le bon mouvement. Est-ce qu'il y a une option qui permet au corps de mieux s'en souvenir ou est-ce qu'on est tous différents sur ce point? Jean-Marie. Damn, ça c'est une putain de bonne question. Ouais. Parce que ça rejoint la neuro en fait. Ouais. Ouais. Et les capacités d'apprentissage. Donc, la question c'était, est-ce qu'il vaudrait mieux s'arrêter une fois que tu as le bon mouvement? Ouais. Ou avoir un nombre de répétitions prédéfini ou est-ce qu'il y a une technique particulière pour apprendre un skill? Alors, pendant que tu cherches, Ouais. j'ai ma petite idée là-dessus. Vas-y. Donc non, il n'y a pas de fourchette de répétition particulière. Je considère qu'il faut rester sur un nombre de répétitions basse pour éviter la fatigue neuromusculaire et nerveuse. Ça vaut pour des exercices complexes, un apprentissage en gym ou d'un lancer franc au basket ou peu importe, mais ça vaut aussi pour un travail aussi simple que le squat. Par exemple, quelqu'un qui apprendra à faire du squat, plutôt que de lui faire des séries de 10 immédiatement, plutôt que faire 3 séries de 10, lui faire 10 séries de 3 à la même charge que pour 3 séries de 10, ça lui permettrait d'accumuler toujours un gros volume de répétitions, donc un gros travail, mais en restant sur des séries courtes, ce qui lui permettrait de travailler et d'apprendre le geste. Ça vaudrait à peu près pour tous les skills, tous les apprentissages techniques. Deuxième chose, pour un skill, la charge doit être faible. Alors charge, ça peut être des kilos sur une barre, ça peut être une difficulté d'exercice de gym, ça peut être des choses comme ça. Et il faut garder une fraîcheur nerveuse, c'est-à-dire quand vous commencez à cramer, il faut s'arrêter. La dernière chose, c'est que le corps retient généralement la dernière chose qu'il a faite. Donc ne vous arrêtez jamais sur une mauvaise série, un mauvais geste, en haltérophilie, un arraché ou un épaulé jeté loupé. Finissez toujours sur une bonne série, quitte à décharger votre barre si c'est un apprentissage d'haltéro, quitte à passer à un mouvement un peu plus simple en gym si c'est un apprentissage technique en gym, etc., etc. Donc peu de répétitions à mon sens, qualité du geste avant tout,
et restez sur une bonne série et arrêtez-vous là quand c'est une bonne série. Voilà, Yes. en réponse courte. Pour parler justement de l'apprentissage, l'apprentissage, du coup, ça nécessite d'acquérir une certaine technique et de ressentir à quel moment cette technique elle est bonne. Du coup, ça prend pas mal de temps et il faut passer pas mal de temps et pas mal de répétitions afin d'affiner et déjà d'acquérir, ensuite d'affiner. En vrai, on va créer des connexions au niveau de la neuro et justement le rapport à tout ce qui va toucher, à, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans ma main et où j'en suis par rapport à mon corps dans l'espace. Par exemple, si on prenait un clean ou qu'est-ce qu'on on pourrait prendre un double under, on pourrait prendre n'importe quoi d'autre. L'idée serait de passer du temps parce que, en gros, il faut du temps pour acquérir quelque chose. Il faut du temps, mais il faut aussi du temps qui soit consacré à comprendre le geste et être complètement dans le geste. Et là, je vais décaler un petit peu des discours préparation physique, il faut passer tant de temps, décomposer, etc. Mais il faut surtout, c'est un livre qui s'appelle The Talent Code de Daniel Coyle, qui ne parle pas des fameuses 10 000 heures, mais de 10 000 heures passionnées. Et en gros, C'est Aberkan, ça. Ouais, mais il prend le truc de Daniel Coyle. Et ce livre du talent, le mec cherche à savoir si les gens sont des génies ou si c'est des génies du travail. Et il va à un moment donné dans une des plus anciennes écoles de musique, je crois qu'elle est en Russie, et il parle à une prof qui lui montre une enfant en train de faire du piano. Et quand elle apprend quelque chose qu'elle aime, elle est super appliquée et elle fait son heure de travail sur cette musique. Et à chaque fois qu'elle loupe le morceau, elle s'arrête et on voit qu'elle essaye en fait de rendre inconscient ce qui était conscient, c'est-à-dire que son erreur elle est consciente et elle veut que la partition qu'elle est consciente pour l'instant de réaliser sur les mains devienne à un moment donné inconsciente. C'est un peu comme quand on apprend finalement à conduire. Et ça c'est la première heure. Et la deuxième heure, elle est en train de jouer un morceau qu'elle aime pas. Et ce qui est dur dans ce morceau, c'est qu'en fait elle fait la partition, mais quand elle foire le moment délicat, et ben, elle recommence la partition sans vraiment chercher à, je ne sais même pas si c'est un mot français, internaliser, en tout cas à rendre le processus interne, c'est-à-dire de passer du moment où tout était consciemment fait, vous savez, on est inconsciemment incompétent, ensuite on est conscient qu'on est nul, on est consciemment incompétent, et puis après on est consciemment compétent, c'est quand on fait attention on réussit, et puis après on réussit sans faire attention, on devient inconsciemment compétent. Et c'est pour un adulte. Conduire une voiture pour un adulte, par exemple. Et du coup, sur ces moments-là, en fait, il n'y a pas vraiment de réponse en termes de choix stratégique parce qu'il va falloir passer du temps sur la répétition. Mais il va falloir surtout passer du temps à essayer de comprendre ce qu'on est en train de faire et surtout d'essayer de le sentir. Et essayer de le sentir, c'est un petit peu ce que je reproche, moi, par exemple, si on parle de cours de coaching. Et je pense que ça peut être pour toi le cas aussi, c'est tu coaches quelqu'un en crossfit et la personne fait la répétition et puis elle te regarde. Parce qu'à force de corriger des gens et de savoir si c'est bien ou pas bien, bah, t'as pris le choix de valider ou pas la répétition. Mais en vrai, c'est pas à moi de te dire si c'est bien ou pas bien, c'est est-ce que tu l'as senti ou est-ce que tu l'as pas senti. Parce que quand quelqu'un l'a senti, et ça c'était un truc que Julien Pinault racontait souvent, c'est quand tu le sens le truc, boum, c'est ok. Là, je viens d'avoir un déclic sur le processus technique que j'ai mis en place. Et pourquoi ça peut aller loin cette histoire, et je pense que ça prendrait du temps à être répondu de manière correcte, c'est que si je prends du temps à favoriser quelque chose, je dois prendre du temps à le comprendre et je dois affiner le geste. Donc ça va demander des répétitions, mais trop de répétitions, ça affecte le geste en termes de qualité pure. Malgré tout, on ne peut pas s'entraîner juste en faisant des reps de bonne qualité parce qu'on a besoin d'un processus de échec, compréhension, recadrage, ajustement, avancement. Dernière chose, pourquoi on ne doit pas non plus favoriser que des longues séries et des longues répétitions? Parce qu'une bonne technique, c'est une séquence qui est passée au bon moment. Et donc, c'est des bons muscles au bon endroit. En gros, j'ai utilisé les bons muscles au bon moment avec la bonne séquence. Ils sont arrivés les uns à la suite des autres pour leur utilisation, par exemple un clean. Et donc, forcément, le mec qui clean bien, il aura sûrement plus de cuisses que de biceps. Et ça nécessite aussi de ne pas s'entraîner trop dans la mauvaise technique afin de développer le bon ressenti, mais aussi développer le bon groupe musculaire pour éviter d'aller jusqu'à la blessure. Voici la courte réponse de Jean-Marie. Et... We done. Sub 20. Boom. Yes. On va s'arrêter là pour les questions aujourd'hui. Il y en a plein d'autres, c'est super cool. Il y a pas mal de questions de nutrition,
pareil, si on fera quelque chose d'un petit peu plus dédié, ça demande, enfin, les questions étaient un peu plus ouvertes, donc c'est très difficile d'y répondre en 2 secondes. On espère que ça vous a fait kiffer. N'hésitez pas à envoyer d'autres questions. Si ça prend, on fera ça un peu plus souvent. C'est format un peu plus court. Ouais. De toute façon, il y aura. Et tu veux parler un peu de la suite ou... Ouais, ben on a une petite En minute, 10 une secondes. petite minute ou deux. Pourquoi on fait ça? On fait ça parce qu'on a besoin de répondre aux questions, aussi d'échanger avec les gens qui nous suivent et parfois qui partagent avec nous. C'est super cool. Merci à tous. On se dirige vers un été plutôt corsé en termes de podcast. Il va y avoir du beau, il va y avoir pas mal de personnes, donc on va essayer d'avancer là-dessus, et aussi parce qu'on a besoin de communiquer un peu plus sur ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Nous, ce qu'on veut, c'est rencontrer des gens qui ont quelque chose à dire, mais aussi parce que parfois on a quelque chose à dire, et on va aller aussi vers nos domaines d'explication. Parfois les réponses dans un podcast peuvent être un peu courtes et on n'a pas pu rebondir sur tout. Parfois on nous le reproche, mais il faut comprendre qu'on est là pour parler de la personne, on est là pour parler de son savoir à elle, et même si on ne peut pas tout le temps être d'accord avec ce qu'elle est en train de dire, on n'a pas à couper cette personne, mais ça nous permet quand même de revenir sur des points qu'on n'a pas pu élucider, qu'on n'a pas pu aller un petit peu plus en profondeur dedans. Donc voilà, on va garder ce podcast, l'atelier Fast, et sachez aussi qu'il n'y aura pas que des réponses de questions, il y aura aussi des points qui vont être abordés au fur et à mesure, points comme aujourd'hui. On est bon? On est bon. À bientôt. Ciao.